Et on se retrouve pour cette nouvelle interview lors de cette émission spéciale du MOSI ici à l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises à Aix. Et on a la chance de recevoir Elisabeth Ducoté qui est la présidente de Twan. Twan, entreprise française extrêmement dynamique à l'international notamment. Vous avez très souvent lu leurs aventures dans le MOSI, entre autres choses. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le thème de ces 2 jours ici à Aix, c'est la performance à l'international. Et vous êtes évidemment une entreprise extrêmement performante à l'international, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre réaction à cette idée que finalement les Français seraient peu performants à l'international, qu'il y aurait une sorte d'immobilisme, etc. Je sais que c'est un terme qui vous fait réagir très très fort. Donc dites-nous ce que vous pensez finalement de cet état d'esprit. Est-ce qu'il vous paraît peu ou prou vrai? Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans, qu'on est moins bon que les autres à l'international? Alors moi, je vais vous dire, je vais vous parler surtout des ETI parce que j'en suis avec fierté parce qu'effectivement, cette découverte des ETI, des entreprises intermédiaires, elle a été importante et ces entreprises intermédiaires qui sont souvent des entreprises qui sont bien sûr pas des grands groupes mais qui ne sont plus des PME, donc qui ont justement commencé à franchir des frontières. Ces entreprises-là, elles m'intéressent beaucoup parce qu'elles représentent à peu près 25% de l'économie de la France. Donc c'est pas rien, c'est un quart. Et étant un quart, on se dit, dans le fond, qu'est-ce qu'elles vont faire hors de France? Et quand on calcule, on voit qu'elles font 30%. Donc, si elles font 30%, c'est-à-dire qu'elles sont surexportatrices, ces ETI. Donc, peut-être la liberté, le goût d'investir, le goût de sortir des frontières, le goût aussi peut-être, quand elles sont leaders sur leur marché, d'être obligées de sortir. Tout cet ensemble-là fait qu'elles sont d'aller à l'étranger et qu'il y a véritablement dans les ETI un goût de l'international, un goût de l'étranger et souvent même elles y investissent, c'est-à-dire qu'elles s'y établissent elles-mêmes à l'international. Et puis moi je dirais, quand on parle d'Europe, on voit beaucoup de gens qui nous disent on espère l'Europe. Et moi j'espère pas l'Europe, moi mon Europe c'est tous les jours parce que ayant des filiales à l'international, ayant des fournisseurs à l'international, des clients à l'international en Europe, moi je dirais, moi je suis une entreprise européenne. Donc cette espérance d'Europe, on peut même se dire que dans les ETI, c'est beaucoup plus qu'une espérance, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est basée, bien sûr, sur la monnaie euro, qui est bien plus qu'une monnaie, qui est un langage entre nous. Et quand on regarde son chiffre d'affaires tous les matins, on le regarde dans une monnaie qui est la même partout, alors que pendant des années, on était en train de faire des vagues calculs. Donc, si vous voulez, je trouve que l'Europe, aujourd'hui, c'est véritablement une expression des ETI. Quand vous allez en dehors de l'Europe, justement, vous vous considérez plus comme une entreprise européenne que française ou comment vous... Oui, moi je dis toujours européenne. Je dis toujours européenne, d'abord parce qu'on s'est mesuré à nos concurrents qui sont des Allemands et qu'on est passé devant le 3e, donc on est devenu 2e et que ça nous a fait plaisir. Le deuxième était un Allemand, et en taille on est passé devant eux. Et donc on a été très contents de pouvoir se dire oui, nous sommes un des leaders européens. Ce qui nous permet d'abord d'afficher la multiplicité, parce que l'Europe c'est une multiplicité culturelle et une multiplicité aussi de normes de distribution, beaucoup trop. Il faudra ramener tout ça à quelque chose de plus unique. Mais ça permet aussi d'avoir toute cette dimension de l'industrie dans l'Europe et pas seulement limitée à un seul pays. Donc voilà, moi je pense qu'européenne c'est une qualité moi que je revendique et qui me paraît être utile en ce moment, même si on sait bien que l'Europe est dans une phase compliquée. Alors l'histoire de Twan, c'est une histoire ancienne de l'entreprise, très ancienne, même plus ancienne que le MOSI. Nous, c'est 1883. Vous, on est plus ancien que vous. Vous êtes encore plus ancien. Et l'internationalisation, c'est moins ancien, mais néanmoins, c'est au moins ces 30 dernières années, il y a eu une très grosse accélération. Vous avez beaucoup ouvert. Et ce qui m'intéresse, vous avez fait pays par pays, vous l'avez dit, chaque année un pays pendant une certaine période. Je voudrais savoir comment vous avez fait le choix du type d'implantation entre créer une filiale, choisir de travailler uniquement avec des distributeurs, des choses comme ça. Qu'est-ce qui guide est-ce qu'il y a une philosophie un peu générale qui a guidé ces choix? Moi, j'avais une philosophie qui faisait hérisser absolument les cheveux sur la tête de nos conseillers consultants. Je disais, on fait feu de tout bois. C'est-à-dire que quand on avait un distributeur, je pense par exemple dans certains pays d'Europe de l'Est, on avait un distributeur qui marchait bien, mais dont on voyait bien qu'il ne pourrait pas assumer sa croissance et qu'il ne faisait pas forcément exactement ce dont on avait besoin,
On lui proposait de le racheter, ça s'est passé comme ça. Et lorsqu'il n'y avait pas ce distributeur, eh bien, il nous est arrivé de nous implanter absolument de rien, ce qui a été le cas en Italie. Donc, si vous voulez, on a eu un peu tous les cas de figure. Et donc, je ne suis pas sûre qu'une grande déclinaison de stratégie orthodoxe aurait fait mieux. Nous avons mis des pieds là où nous avions la possibilité de le faire. Et là où le système que nous étions en train d'apprendre nous permettait de nous dire que nous avions des chances. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc c'était très pragmatique. Voilà. Vous avez l'habitude de dire que vous n'êtes pas une multinationale, vous êtes plutôt une entreprise plurinationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme réalité? Je pense qu'en fait, c'est peut-être ce qu'on peut offrir de plus intéressant à des cadres aujourd'hui, c'est la pluriculture ou la plurination. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas revendiquer notre nationalité, notre culture. Quand on est français, on a envie d'avoir une vraie revendication de ce que nous savons faire, de ce qu'a été notre histoire musicale, scientifique, littéraire, etc. Mais d'être plusieurs à apporter et à maintenir d'ailleurs avec respect nos cultures identitaires, je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense que les cadres aiment ça. Et quand on fait des réunions de nos cadres, par exemple de tous nos directeurs de filiales, ce qui nous arrive plusieurs fois par an, ben moi je trouve que c'est intéressant de voir le polonais avec l'italien avec le suédois, etc. Et je pense qu'ils y trouvent un intérêt intellectuel et même un intérêt, je dirais, de bonne pratique et culturel. Donc voilà, je pense que la plurinationalité est intéressante. Et alors, je ne sais pas si ce terme recouvre aussi cette réalité, mais derrière, il y a aussi une réalité, disons, plus économique et business, qui est que vous avez pris la décision également de devenir des producteurs dans les pays où vous vendez. Vous n'êtes pas seulement des exportateurs de produits faits chez vous à Saint-Étienne, vous avez ouvert des usines, oui. etc. C'est nécessaire pour pouvoir s'adapter être au plus près des marchés, ou à quelle obligation ça a répondu? La construction de l'industrie européenne et ensuite d'autres constructions qu'on fait d'industries plus lointaines, cette construction-là, elle répondait d'une part à la proximité du marché, mais elle répondait aussi aux besoins je dirais, de compétitivité. Et en particulier, on a trouvé dans des pays de l'Est de l'Europe de la capacité technologique et du savoir-faire remarquable, et une capacité à être productif, et parce qu'on n'a pas le choix. Si on n'a pas les prix mondiaux, on n'a aucune chance de survivre. Et les prix sont mondiaux et il n'y a pas de barrière au prix. C'est illusoire de penser qu'il y a une espèce de rempart qui nous assure une espèce de marché protégé où on peut vendre plus cher. Ça n'existe pas. Les prix sont mondiaux et nous devons nous adapter aux prix mondiaux. Donc nous avons, construit une industrie qui est pluri-européenne avec les différences de lieux. Nous n'avons jamais baissé nos effectifs à Saint-Étienne, mais nous avons créé des lieux de production dans plusieurs pays et nous avons gardé les usines allemandes lorsque nous avons acheté par 2 fois une filiale en Allemagne. Donc nous les avons conservées. Et aux États-Unis, où nous avons fait aussi plusieurs acquisitions, nous avons gardé les équipes et les usines et nous les adaptons bien sûr pour être elles-mêmes compétitives. Mais nous les avons gardés et je dirais qu'en ce moment, ça c'est une bonne chose parce que d'avoir des équipes industrielles en ce moment dans l'intérieur des États-Unis, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est aussi, dernière question, une manière peut-être de répartir son risque et peut-être d'éviter des problèmes de supply chain comme on l'a vu par exemple pendant la pandémie et post-pandémie, où on a vu des industries entières étant totalement dévastées par ces questions de supply chain qui ne se sont pas tout à fait résolues, elles continuent d'exister pour d'autres questions. Est-ce que ça répond aussi à ces questions-là? Absolument. La proximité géographique, c'est une réalité économique. Et une usine, ça ne se déplace pas en 8 jours. Déplacer une usine, c'est 1 an ou 2 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut anticiper. Et ça veut dire que si on a un projet et un dessin industriel, il faut savoir qu'on l'a au moins pour plusieurs années, parce déplacer une usine, mais surtout trouver les savoir-faire, parce qu'une usine, c'est ça, mais le problème, c'est les savoir-faire. Avoir les savoir-faire bien adaptés à des machines, ça suppose du temps. Donc l'industrie, il faut prendre le temps pour la reconstituer, et aujourd'hui, nous la reconstituons au plus près des marchés. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Ducoté, présidente de Tuan. On reste ensemble dans quelques minutes. On recevra d'autres chefs d'entreprise et participants de cette université d'été de l'internationalisation des entreprises ici à Aix. À très vite.